La force de l'EAC est-elle devenue indésirable sur les sols congolais? Les acteurs politiques de la République démocratique du Congo sont fixés sur les différentes étapes des élections prévues en décembre 2023 au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom que nous recevons ce soir. Messieurs Philippe Kazadi. Philippe Kazadi est secrétaire national chargé de communication de l'Alliance des démocrates pour les progrès, ADP, c'est parti politique cher à Christophe Lutundula. Philippe Kazadi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'honneur de m'inviter. Encore une fois de plus sur cette émission Zoom. Ah oui, merci, c'est un plaisir. Philippe Kazadi, nous parlons de la situation sécuritaire à l'est de notre pays avec cette sortie médiatique du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a essayé de tirer les choses au clair concernant notamment le mandat de la force de l'EAC. Aujourd'hui, lorsque Christophe Lutundula déclare haut et fort que cette force régionale n'a pas donné le résultat escompté. Cela ne nous envoie pas à penser déjà au départ ou au retrait de cette force sur notre sol? C'est absolu. C'est absolu que cette force qui a été mise en place justement pour appuyer le FARDC afin de mettre hors d'état de nuire les terroristes du M23 avec leur maître, le Rwanda, du sol congolais. Cette force s'est transformée malheureusement, au lieu d'être une force opérationnelle, c'est-à-dire qui fait la guerre au M23, pour avec une mission offensive. Une mission offensive, mais on constate que cette force se transforme en une force tampon, une sorte de force tampon, d'ailleurs, il faut le dire comme ça, contrairement à ce qui a été prescrit au préalable dans tous les documents régissant ou faisant naître, donc cette force-là. Alors aujourd'hui, le constat est amer. On constate que le M23 dit se retirer de certains territoires qu'il occupait jadis et laissé entre les mains de forces de l'EAC, mais dans l'entretemps, l'EAC interdit au FARDC de pouvoir accéder à ces zones-là. Alors là, la question c'est de savoir, mais finalement, cette zone-là appartient à quel État? Ou ces territoires répondent ou sont sous quelle souveraineté? La souveraineté de quel pays? Est-ce que le gouvernement congolais n'était-il pas dupé lors de la signature de cet accord d'adhésion de la RDC à l'Est Afrique, à la communauté de l'Afrique de l'Est, mais également du déploiement de cette force régionale qui, d'ailleurs, le chef de l'État avait annoncé que cette force avait une mission offensive qui devrait normalement entrer vers Bunagana? Dans toutes les déclarations et tous les textes aujourd'hui liés à cette force les disent clairement que la force de l'EAC avait une mission offensive. C'est curieux que sur terrain, les animateurs, donc les militaires qui devraient jouer ce rôle, ont quasiment changé de fonction ou changé de rôle, ont inversé des rôles. Donc, c'est ce qui crée notre curiosité. Et nous sommes dans le regret de constater que cette force, n'ayant pas accompli la mission pour laquelle elle est venue en RDC, nous pensons, en tout cas en toute souveraineté, qu'elle peut bien plier ses bagages et partir. C'est ainsi que le président de la République et les ministres... La diplomatie n'a pas très marché lors de l'adhésion de la RDC dans cette communauté. Non. Il faut faire attention. L'adhésion de la RDC... à la communauté de... ça concerne même l'affaire étrangère du pays. S'il vous plaît. Il faut me laisser le temps de parler. Vous devez être libre. L'adhésion de la RDC dans cette communauté n'était pas pour faire la guerre. C'est une zone de libre-échange. Okay? C'est une zone qui a été créée pour favoriser la circulation de personnes et de biens ainsi que de services dans un espace bien déterminé de l'Afrique de l'Est. Nos opérateurs économiques, je parle bien des opérateurs économiques congolais, ont intérêt à ce que la RDC puisse être dans cette communauté-là.
La communauté n'a pas été créée pour faire la guerre à qui que ce soit. C'est une communauté à vocation économique, donc essentiellement pour les opérateurs économiques et pour les États, en fait, de favoriser la circulation de biens et de services dans une zone bien précise. Mais la guerre étant venue, l'agression étant venue, c'est tout à fait normal, s'il vous plaît, qu'une organisation, à laquelle nous appartenons tous, puisse nous venir en solidarité et nous appuyer pour que nous puissions rétablir notre sécurité. La question de sécurité, c'est une autre manche, de l'affaire que l'objectif principal pour lequel l'EAC a été créé. Donc, nous n'avons pas été dupés d'adhérer à cette communauté. Le président de la République venait de le dire. Dupé, par exemple, par le déploiement de cette force. La RDC a adhéré, j'ai lu les chefs de l'État, la RDC a adhéré à l'EAC pour faciliter les commerces transfrontaliers et faire bénéficier à nos compatriotes les avantages de la libre circulation de biens et personnes au sein de cet espace. C'est ça la vocation pour laquelle nous sommes allés à l'EAC. Mais la guerre ou l'agression de notre pays par le Rwanda nous a orientés vers autre chose, vers une solution de solidarité. C'est-à-dire aujourd'hui, nous voulons soustraire de ces volets sécuritaires. Il ne faut pas confondre cette collaboration sécuritaire avec l'EAC. Il ne faut pas confondre le volet sécuritaire et le volet économique, qui est le volet principal de notre adhésion à l'EAC. C'est-à-dire, aujourd'hui même, lorsque il y a cette vive volonté, à en croire les déclarations faites par le chef de l'État au Botswana, lorsque le chef de l'État a critiqué même cette force régionale, et puis le propos tenu par le chef de l'État, soutenu ou relayé sous une autre forme par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, la population doit comprendre que les pays demandent le retrait de la force régionale, donc de cet aspect militaire, et non le retrait pur et simple de la RDC, de cette communauté de l'Afrique de l'Est. Mais ça va de soi, parce que les choses sont claires, comme de l'eau claire dans un verre clair, que la force de l'EAC n'a pas accompli la mission pour laquelle elle a été déployée en RDC. Bien au contraire, elle est même en train de créer des problèmes parce qu'elle fraternise, avec le terroriste du M23. Donc du coup, ça sent un complot contre la RDC sur cette question de la sécurité. Mais sur les aspects économiques, le chef de l'État l'a bien dit, que nous ne pensons pas, au jour d'aujourd'hui, quitter l'EAC. Nous continuons, ou nous continuerons à être membres de l'EAC, mais sur les volets militaires, sur les volets sécuritaires, sur les volets de la solidarité entre États en ce qui concerne la sécurité, nous tournons la page. Nous sommes en train de tourner cette page parce que nous avons déjà tendu la main à la force de la SADC. Est-ce que la gestion, Philippe Kazadi, la gestion sécuritaire avec l'adhésion de la République démocratique du Congo dans la communauté de l'Afrique de l'Est n'a pas poser problème, parce que au préalable, selon les communications officielles des autorités, de cette adhésion, de l'intervention même de cette force, où aujourd'hui ça ne reflète pas la réalité de ce que disaient les autorités avec la réalité sur terrain. Est-ce que la gestion même de l'adhésion de la RDC dans cette force a posé problème? Mais je l'ai déjà dit ici que l'adhésion de la RDC à cette communauté ne pose pas a priori problème. Le problème qui se pose, c'est l'agression de la RDC par le Rwanda. Ma question est que cette agression étant venue, la communauté s'est montrée solidaire vis-à-vis de la RDC pour nous appuyer. Non, ma question, je les résume à quelques mots. Lorsque je dis la gestion de l'adhésion de la RDC a posé problème consécutivement aux différentes communications faites par les autorités, de l'intervention de cette force régionale qui sur terrain, la réalité est tout autre. Lorsque le chef de l'État nous a dit que cette force régionale va entrer par Bunagana, où on parlera plus de M23, où cette force va entrer par Kiwanja, occupée par le M23, mais subitement cette force entre au pays et la réalité est tout autre. Leur porte-parole nous parle d'une mission d'observation, pas d'une mission offensive. Est-ce que c'est de la gestion là à poser au préalable le problème?
Mais c'est quoi je vous dis? Que le problème n'est pas l'adhésion de la RDC à la communauté d'État de l'Afrique de l'Est, mais le problème, c'est le caractère belliqueux de nos voisins qui veulent à tout prix mettre la main ou avoir la mainmise sur nos ressources. La guerre, l'agression, elle est essentiellement économique. C'est ça la réalité. Donc maintenant que nous sommes en train de nous battre, le FARDC se bat mouille la vareuse chaque jour pour que notre intégrité territoriale soit protégée. Eh bien, ceux qui veulent à tout prix mettre la main sur nos ressources sont en train de changer de stratégie, sont en train de changer leur manière de faire les choses pour continuer à nous maintenir dans cet état-là. Et nous refusons d'être maintenus dans cet état. Voilà pourquoi nous disons que nous devons aller ailleurs et mettre fin avec cette affaire de la communauté d'État de l'Afrique de l'Est. En ce qui concerne, je précise bien, en ce qui concerne le volet militaire et le volet sécuritaire. Mais le volet économique, nous allons continuer à être membres de cette communauté parce que nous estimons que c'est très important, c'est avantageux pour les opérateurs économiques congolais. Voilà ce que je vous donne comme réponse. La dernière réunion de la SADC avait annoncé le déploiement de sa force à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a l'éclaircissement sur cette question. Le vice-premier ministre annonce déjà l'arrivée, le déploiement de cette force de la SADC d'ici le 20 juin. Est-ce qu'il n'y a pas les inquiétudes, Philippe Kazadi, au moment où, sur le sol congolais, il y a encore la force de l'EAC, subitement qu'il y ait déploiement d'ici le 20 juin, date presque laquelle doit prendre fin le renouvellement du mandat de la force de l'EAC. Ne craignez-vous pas une sorte de confrontation, par exemple, lorsqu'il y a une constellation de forces étrangères sur le sol congolais? Bon, nous ne nous lairons pas, nous ne nous faisons pas d'illusions. Nous savons que les intérêts sont très divergents en ce qui concerne les ressources de la RDC. Eh bien, nous sommes en train, nous en tant que gouvernement, le gouvernement congolais travaille pour que cette situation n'arrive pas. Mais le vice-premier ministre aux Affaires étrangères, Christophe Lutundola, n'a pas précisément dit que la force de la SADC va venir les 15 ou les 20. Il a parlé d'ici le 20 juin. Il a dit que les dispositions doivent être prises et que lui-même était déjà en train de travailler dessus. Malgré que c'est indéfini, mais il a parlé d'ici le 20 juin. Oui, et que lui-même était en train de travailler dessus, mais il doit collaborer, il doit travailler en collaboration avec notamment le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, tout ça, les services de sécurité, de renseignement, pour voir quelles sont les dispositions qu'il faut mettre en place, ok, et surtout ça avec la SADC. Non, aujourd'hui, ça ne sera pas favorable que cette force puisse s'unir encore avec l'EAC. Excusez-moi. Dénonce. Non, l'EAC va partir. L'EAC va partir. Pour nous, la partie congolaise, c'est un acquis que l'EAC va partir parce que cette force n'a pas accompli la mission pour laquelle elle est venue. D'ailleurs, elle est en train de se compromettre. Ok? Elle n'a aucune raison de vouloir garder ses pieds encore au Congo. Parce que déjà, le gouvernement congolais qui l'a invité a dit maintenant vous pouvez rentrer. Le chef de l'État a dit que nous allons l'accompagner, ok, dignement, espérant que le service qu'il est venu nous rendre, ou qu'elle est venue nous rendre, cette force, ok, de commun accord, on va constater que ça n'a pas tenu. Et eux-mêmes savent que ça n'a pas tenu. Parce que le vice-premier ministre a soulevé 5 questions principales qu'il adressait quasiment à l'EAC. La première question, c'était de savoir le territoire libéré par le M23, ok, jadis occupé par le M23, libéré, et qui serait prétendument aujourd'hui entre les mains de l'EAC. Pourquoi on interdit aux forces de FARDC de pouvoir y accéder? Et ces territoires-là répondent ou sont soumis à quel... Vous avez accepté la création des zones neutres? Non. Aujourd'hui, vous vous plaignez de ça. Nous n'avons pas accepté. Je pouvais bien venir avec... C'était dans cet accord, la création des zones neutres. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous plaindre. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps de parler? Vous êtes libre. Non, je ne suis pas libre parce que là, vous montez sur, vous montez dessus. Je suis en train de dire que on a soulevé, le VPM a soulevé toutes ces questions. La deuxième, c'était de savoir à quelle souveraineté répondaient ces territoires-là.
Et pourquoi, troisième question, pourquoi c'est les Congolais qui ont fui les territoires? Si ces territoires-là sont maintenant en paix, pourquoi ces Congolais ne rentrent pas? Ok? C'est le problème, c'est qui étonne. Mais c'est bien sûr, c'est pour vous dire que la calmie qui est observée actuellement était je veux dire, une face visible du complot dont la RDC est victime, encore une fois, aujourd'hui. Vous commencez à être floué à travers... Mais nous ne sommes pas floués. Vous n'allez pas me dire que si vous épousez une femme, ok, ça veut dire l'effet vous ne pouvez pas me dire que si vous épousez une femme en qui vous aviez confiance hier et qu'aujourd'hui elle vous trahit, c'est que vous avez été floué. Non, ça n'a rien à voir. C'est que notre confiance a été trahie, mais nous, on n'a pas été floués. Parce que au regard des principes qui régissent cette communauté, nous marchons selon ces principes et les autres sont en train de violer ces principes. Donc, qui est réellement floué dans cette affaire-là? Est-ce que c'est la RDC ou c'est ceux qui marchent contre le principe? C'est ça le problème. Donc, ici, la question de la RDC, ou la préoccupation fondamentale pour nous, c'est de trouver des partenaires sûrs, des partenaires fiables, qui peuvent effectivement nous amener un appui sérieux pour que nous mettions fin à ces phénomènes de terrorisme de M23. Mais dans le passé. Avec la SADC, un partenaire. Nous avons quand même un partenaire crédible avec la SADC. La SADC il n'y aura plus de regrets. La SADC a déjà aidé la RDC. Il n'y aura plus de regrets cette fois-ci. Par le passé, la SADC a aidé la RDC. Le futur, Dieu seul sait. Donc, au regard de ce qui s'est déjà passé, de ce que nous avons comme expérience avec la SADC, nous pouvons nous montrer confiants. Mais à 100%, non. Nous comptons sur le renforcement de nos forces armées. Ça, on ne cesse pas de le dire. Mais comme c'est un processus, ok, qui peut être long, donc de requinquer nos forces armées, ce processus peut être long, c'est tout à fait normal qu'un État puisse recourir à d'autres États pour l'appuyer lorsqu'il est en détresse. L'exemple de l'Ukraine, la SADC, il n'y aura pas des regrets cette fois-ci. Il n'y aura pas aussi cette forme de tâtonnement lorsque le gouvernement s'implique. On a comme l'impression que le gouvernement se lamente beaucoup de plus en plus, Philippe Kazadi, non, il n'y a pas eu dans de différentes décisions que le gouvernement est en train de prendre justement. Donc, il n'y a pas eu de tâtonnement, mais je vais encore revenir sur l'exemple de relations amoureuses. Vous avez une relation amoureuse. Non, qui n'est pas, pour que vous compreniez, pas fortement j'ai comme l'impression à ce qui concerne la souveraineté de notre pays. Non, j'ai comme les affaires politiques. J'ai comme l'impression, vous parlez de la souveraineté, moi je parle des questions de confiance des membres d'une organisation internationale. Ok? Ces organisations sont créées aussi sur base de ces critères-là de confiance. Alors, si la première relation avec votre fiancé, je ne parle pas de votre femme, je parle de votre fiancé. Si avec une fiancée, vous avez connu le meilleur des moments, et que par malheur, vous avez épousé une deuxième femme, une autre fiancée, ok, vous avez contracté une autre relation, et que celle-là vous a trahi, et que vous revenez à la première, il faut donner la chance à cette relation-là. Donc, toute relation... Il faut donner la chance. Hein. Toute relation doit être basée sur la confiance. Et il faut donner la chance aux actions, sinon aux efforts qui sont fournis. Monsieur Maxime, je voudrais qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise que le gouvernement prend la mesure de la chose, des difficultés que nous avons en termes d'armée et des difficultés que nous avons en termes de bon voisinage. Il est en train de se démener, il ne dort pas, le gouvernement ne dort pas pour chercher des solutions idoines. Ok? Mais comme je le dis régulièrement, que malheureusement ces solutions ne dépendent pas de la bonne volonté ou de la seule bonne volonté du gouvernement. Parce qu'il y a beaucoup de pesanteurs qui rentrent en ligne de compte. Sachez que nos adversaires, nos envahisseurs, nos agresseurs sont aussi en train de réfléchir jour et nuit comment perdurer cette situation-là. Et nous mettons aussi nos batteries à marche pour renverser la situation. Donc, c'est une confrontation et la solution viendra, mais ça peut prendre le temps nécessaire. Ça, il faut être honnête. Cette solution, cette paix durable que souhaite la population de l'Est de la République démocratique du Congo, est-ce que ça pourra passer par cette coopération avec la SADC, Philippe Kazadi? Il faut espérer.
il faut espérer, mais la solution pérenne, il faudra la solution, appeler Poutine. Je dis bien, il faut espérer, il faut en tout cas donner de la chance à cette opération, cette nouvelle opération qui va venir, mais la solution pérenne, nous en sommes conscients, c'est le renforcement des FARDC. C'est le renforcement des FARDC et c'est la dotation de matériel et militaire, matériel humain et financier au FARDC pour qu'elle soit en mesure de mettre hors d'état de nuire tous les envahisseurs du pays. Tout ce que vous dites là, vos discours, est-ce que vous êtes écouté, Philippe Kazadi, par rapport au renfort, par rapport auprès du chef de l'État, par le gouvernement congolais, lorsque vous dites qu'il faudra renforcer le FARDC, le militaire, il faudra doter plus de moyens au FARDC pour vaincre des ennemis, mais votre parole ne fait pas écho auprès des autorités. Ma parole à moi. J'ai dit vos paroles, vos différents discours, des politiques qui souhaitent aujourd'hui qu'on dote plus de moyens au FARDC. Non, mais qui... Non, excusez-moi. Qui ne marche pas de tortue. Non, tout ce que nous disons ici est bien attendu et bien suivi par les chefs de l'État. Parce que vous allez constater qu'il y a des actions et des démarches menées pour renforcer justement nos forces armées. N'oubliez pas qu'il y a la loi de réhabilitation militaire qui est votée à l'Assemblée nationale et que le budget pour les forces armées a augmenté, ok, et que la mesure sur la notification préalable de l'achat d'armes en RDC a été levée. Ce sont des questions, en tout cas, hautement stratégiques, hautement sécuritaires, sur lesquelles je ne voudrais pas, d'ailleurs même pas manque d'informations, je ne suis pas dans les secteurs, je ne voudrais pas m'étaler longuement dessus. Mais sachez tout simplement, en ce qui me concerne, sur le peu d'informations que je dispose, sur les efforts du gouvernement, sur le plan diplomatique, je vous dis que sur le plan diplomatique, un travail de titan est en train d'être abattu par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui sont le Tundula, sous les directives du premier diplomate de la République, ça veut dire le chef d'État. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Parlons à présent, on s'achemine lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Vous, les acteurs politiques, vous êtes déjà fixés. La CENI a commencé avec l'audit des fichiers électoraux qui prendra pratiquement 4 jours, du 16 au 20 du mois en cours. Le 21 mois, la publication des statistiques des électeurs. Le 22 du mois prochain, le dépôt de la loi sur la répartition de sièges et la convocation des électorats pour la députation nationale le 23 juin. Est-ce qu'on peut dire que le train est déjà en marche? Pas question de revenir sur le dialogue, se mettre autour d'une même table, parler CENI, parler cours constitutionnels. Les acteurs politiques sont fixés pour les élections, qui déjà les calendriers laissent comprendre que c'est d'ici le 20 décembre de l'année en cours. Le train des élections était déjà en marche depuis longtemps. Au distrait de se distraire encore davantage, mais nous continuons à nous organiser, en tout cas en ce qui concerne notre parti politique, l'Alliance des démocrates pour le progrès. Les stratégies sont en train d'être affûtées pour que nous puissions gagner le plus de sièges possible et donner au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son deuxième mandat, une majorité parlementaire confortable et homogène, tant au niveau national qu'au niveau de province. Donc à notre niveau, nous travaillons. Au niveau de l'union sacrée, de manière globale, le travail des titans est aussi en train d'être abattu. Mais l'on constate par contre, de l'autre côté de l'opposition, une grave distraction. Et j'aime toujours le dire, que si l'opposition ne s'organise pas, si l'opposition ne s'apprête pas à aller aux élections, et elle est là en train de réclamer l'audit international, elle est là en train d'organiser, de vouloir organiser une marche sur des thèmes creux, je pense qu'avec cette distraction, l'opposition va le regretter. Parce qu'il n'y aura pas de pitié. Nous allons rafler, nous risquons de rafler tout le siège et l'opposition n'aura que ses yeux pour pleurer. Donc si elle nous écoute, cette opposition, il est plus que temps, messieurs, mesdames de l'opposition, de vous organiser, d'installer vos bases et de venir
nous affronter. Mais on vous accuse, vous, du nous affronter corps à corps aux urnes. Et on verra le vainqueur. On vous accuse aujourd'hui de fraude dans les différentes opérations électorales, notamment on nous accuse, on vous accuse du pouvoir de l'Union sacrée de préparer une fraude pour la réélection de Félix Tshisekedi en 2023, notamment par la prise en otage des différentes institutions, la CENI, la Cour constitutionnelle, la CDH aujourd'hui, qu'on vous accuse par les opposants. Non, mais monsieur le journaliste, il faut par moment que nous soyons sérieux dans ce pays. La composition de la Cour constitutionnelle, la composition de la CENI, dont les deux compositions sont prévues, sont réglementées dans une loi. Est-ce que la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ou portant organisation et fonctionnement de la CENI a été violée? Je dis bien non. Mais le problème avec l'opposition, c'est que le visage des acteurs qui sont aujourd'hui à la Cour constitutionnelle ou à la CENI ne leur plaisent pas. C'est un problème de faciès. Ce n'est pas un problème de violation des textes ou de violation de la loi. Mais voilà. Donc, au lieu de se préparer, l'opposition se prépare à la contestation parce que l'opposition se prépare à la contestation parce qu'elle sait que l'échec de son côté sera patent et que la victoire sera écrasante du côté de l'Union sacrée. Donc vous êtes sûr, certain que Félix Tshisekedi sera réélu? Félix Tshisekedi sera réélu avec quel bilan? Pour un second mandat. Donc votre bilan est satisfaisant aujourd'hui? Je crois que vous êtes journaliste d'une grande chaîne de télévision de Kinshasa. Vous pouvez bien faire un sondage à travers la vie de Kinshasa. Non, je vous pose la question. Et vous aurez les réponses de la population. Bien sûr, je veux bien que cette réponse, en ce qui concerne la question sur le bilan du chef de l'État, vienne de la population. Non, personnellement, je veux que êtes dans la gestion de ce pays. Moi, je me réclame de l'Union sacrée. Mais le peuple, a priori, il est sans parti politique. Ok? Donc je veux que le peuple qui va trancher, qui est l'arbitre qui va trancher, puisse vous donner son point de vue à travers... Ça sera en faveur ou en défaveur de l'Union sacrée. Je veux bien que ceux-là qui sont bénéficiaires de la gratuité de l'enseignement puissent dire que les chefs de l'État ne gagnera pas un second mandat et qu'on mette un président de la République qui va annuler la décision sur la gratuité de l'enseignement. Vous accrochez à la gratuité de l'enseignement, seulement la gratuité de l'enseignement dans votre gestion. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on doit s'accrocher à la gratuité? Vous approchez seulement la gratuité de l'enseignement. Parce que ce pays, le social des Congolais aujourd'hui. S'il vous plaît, ce pays est habitué à des réformes. Mais là, ce n'est pas une réforme, c'est une révolution. Et donc, il faut accepter l'homme à son époque. Le fait d'oser et de réussir la gratuité de l'enseignement est un signal fort que le chef de l'État va bénéficier de deuxième mandat. Deuxième chose, si vous voulez encore, allez demander aux fonctionnaires de l'État qui voient comment l'argent de l'État n'est plus détourné comme avant, avec la vigilance de l'IGF, qui est une institution qui dépend directement de la présidence de la République. Posez-leur la question, parce que les fonctionnaires sont apolitiques. Ok? Donc ils font partie du peuple qui va trancher. On arrête le millionnaire, mais l'argent n'est pas déversé dans le trésor public. Ben, il faut. Ça, c'est une question de la justice. Vous me posez la question sur les actions menées par les chefs de l'État. Et je vous réponds. Bien entendu que je ne dis pas. Vous parlez de l'IGF, vous avez monté l'IGF, vous parlez de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, les social des Congolais posent problème. Les opposants vont marcher même pour la vie chère en République démocratique du Congo. C'est de leur liberté, c'est de leur liberté de marcher. Il faut stabiliser c'est de leur liberté de marcher pour la vie chère. Ok? Mais en marchant pour la vie chère, j'aurais voulu qu'ils marchent contre la vie chère. Ils marchent pour la vie chère. Ça signifie que eux-mêmes contre justement contre la vie chère. Donc, s'ils marchent contre la vie chère, il faut qu'ils nous proposent la solution. Ok? Un vrai opposant dans une république qui se veut sérieuse, si vous avez des opposants sérieux et qui constatent que la vie devient chère, ils n'ont qu'à proposer des solutions. Vous allez constater qu'ils n'ont pas de solutions, ils n'ont que des critiques. Parce que vous savez très bien que la critique est facile, mais l'art est difficile. Donc faire, c'est plus difficile que parler. Ok? Voilà, c'est pourquoi les opposants sont toujours en train de parler, en train de critiquer, sans rien proposer.
Donc les social congolais, selon vous, ça marche normalement? Non, je ne dis pas que ça marche normalement. La situation est difficile. Ok? La situation est difficile parce qu'il y a... très difficile. La situation est difficile parce qu'il y a des pesanteurs qui ne dépendent pas forcément de notre bonne volonté. Dépréciation de monnaie locale. Dépréciation de la monnaie, la flambée des prix sur le marché. Il y a autant de questions, en tout cas préoccupantes, tout autour. Mais le plus important ici, c'est quoi? Et le salaire reste échangé. Le plus important ici, c'est que le peuple est en mesure de lire les comportements de nos institutions et de ses animateurs et de leurs animateurs pour dire que oui, je peux renouveler le mandat, pas au regard de ces comportements, à ces gens parce qu'il y a un espoir qui pointe à l'horizon. Ok? Mais pour les opposants, il faut arrêter hic et nous, ici et maintenant. Voilà toute la différence entre la lecture que fait le peuple et la lecture que font les opposants. Un message particulier à lancer, Philippe Kazadi? Mon message particulier, c'est de demander aux membres de mon parti politique, je fais la messe pour nous-mêmes, de pouvoir se mobiliser encore davantage. Le jeune de la JDP, les mamans de la FDP, le comité exécutif de l'ADP, tous les fédéraux, les interfédéraux, notre machine est en marche. Elle doit être bien huilée pour que nous puissions gagner le plus de sièges aux futures élections et que notre parti en sorte vainqueur et gagnant, mais également que cela soit pour le plaisir du deuxième mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre champion à l'élection présidentielle. Il n'y a pas match, il n'y a pas de contestation possible parce qu'il va le battre à plate couture. Philippe Kazadi, secrétaire national chargé de communication de l'Alliance pour le progrès. Alliance des démocrates pour le progrès. Je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambi, Bruno Ndinga. Dieu merci qu'il faut être du côté de la régie. Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour parler à Congo. Ça sera avec le même plaisir que nous anime. Portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.